L'histoire de l'Algérie est une histoire qui est fabriquée comme l'Algérie est un pays fabriqué. Une histoire qui est fabriquée depuis 1962. Parce que ce pays qui a reçu ses frontières de la France, qui a même reçu son nom de la France, est un pays qui, à partir de 1962, va créer une histoire qui va être une histoire idéalisée et qui va permettre de réinterpréter des événements disparates du passé dans le sens d'une unité nationale qui n'a jamais existé. Et l'exposé que je vais vous faire aujourd'hui va être précisément ce thème autour de ces grandes idées qui toutes sont des idées qui historiquement ne reposent pas sur des réalités. La première idée est celle d'une Algérie unie. L'Algérie n'a jamais été unie. L'Algérie est un vieux monde berbère qui a été plus ou moins arabisé. Deuxième élément, l'idée qui est mise en avant est celle d'une Algérie qui était composée de noyaux prénationaux. La ville de Tlemcen, la ville de Bougie. Or, je vais vous le montrer, il ne s'agissait pas de noyaux prénationaux, car au même moment, Fès et Marrakech créaient des empires, quand Bougie et Tlemcen ne restaient que des principautés. Autre idée qui est fondamentale, l'Algérie, dans son histoire officielle, les historiens officiels de l'Algérie nous disent que l'Algérie n'a subi qu'une seule colonisation, la colonisation française, et que la période ottomane fut une période, en fait, de pré-réalisation pré-nationale. Là encore, nous sommes dans l'erreur. Autre point que je vais aborder, celui des grandes révoltes d'Abdelkader et de Mokrani, vues dans l'historiographie officielle comme des révoltes pré-nationales, alors que l'une est une révolte arabe et l'autre est une révolte berbère, qui se sont exclus l'une et l'autre. Voilà les grands thèmes que je voudrais aborder aujourd'hui, et je déborderai ensuite sur la période plus récente, avant de laisser la parole à mon ami Vétillard, qui lui va aborder le problème crucial de l'islam et de la guerre d'Algérie. Alors, premier problème qui se pose, première question, l'Algérie est-elle arabe ou non? L'Algérie n'est pas arabe. L'Algérie n'est pas arabe, j'allais dire comme l'ensemble de l'Afrique du Nord. Quand je parle de l'Afrique du Nord, je ne parle pas que du Maghreb, je parle de l'Égypte jusqu'au Maroc. Tout ce monde partant du delta du Nil jusqu'aux îles Canaries est un monde de la berbérité. Cet ensemble berbère qui va demeurer berbère jusqu'au 8e siècle et qui va, dans le cadre de l'Algérie et dans le cadre du Maroc, rester berbère jusqu'au 12e siècle. Nous sommes dans un monde de la berbérité, et cette Algérie qui n'a jamais existé dans ses frontières actuelles aura connu dans son histoire une petite parenthèse d'unité dans quasiment ses frontières actuelles, à l'époque du royaume des Macéciles, c'est-à-dire un royaume qui existait dans la fin de la période carthaginoise jusqu'au début de la période romaine. Donc, dans l'histoire ancienne, si nous voulons avoir une référence avec l'Algérie dans ses frontières actuelles, grosso modo, notre référence remonte au 1er siècle avant Jésus-Christ, 1er siècle après Jésus-Christ, donc à la période de ce royaume berbère, qui était le royaume des Macéciles, qui a été embarqué dans toutes les affaires des guerres romaines et qui va ensuite être assimilé et qui va ensuite être divisé par l'administration romaine. Donc une Algérie qui n'existe pas. Une Algérie qui n'existe pas, alors que très rapidement, nous voyons qu'à l'ouest et qu'à l'est, deux entités commencent à naître, ce qui va devenir le Maroc. Car dès l'époque romaine, le Maroc, c'est-à-dire la Maurétanie tingitane, est profondément différente de ce que va devenir l'Algérie. Le Maroc, par exemple, va être très peu romanisé, à l'exception de Tanger, à l'exception de quelques postes, même Volubilis. Volubilis est une ville embellie par Rome, mais c'est une ville berbère. Entre Volubilis et la région d'Oran, il n'y a quasiment pas de postes romains, quelques avant-postes. Il y a véritablement une coupure qui se fait dans ce monde de l'Afrique du Nord. Une coupure qui se fait, l'Algérie elle-même n'est pas en totalité romanisée.
L'Algérie elle-même est romanisée dans sa partie littorale et romanisée dans sa partie orientale. Par exemple, il existait à peu près 500 implantations urbaines dans tout ce qui était l'actuel Maghreb. Et sur ces 500 implantations urbaines, les 3/4 se situent à l'est d'Oran. Donc toute la partie orientale de l'Algérie, toute la partie occidentale, pardon, de l'Algérie, et toute l'actuelle Mauritanie-Tingitane, l'actuel Maroc, était un peu à l'écart de la romanité, sauf bien entendu la région du détroit de Gibraltar qui protégeait les Espagnes et quelques points d'appui romains. Donc ceci est fondamental, car ceci va expliquer la suite. Ceci va expliquer la suite avec cette réalité qui est fondamentale, dans la mesure où l'Algérie n'est qu'en partie romanisée, et elle n'est qu'en partie christianisée. Là encore, nous sommes dans la légende. Nous voyons cette Afrique du Nord christianisée, oui, mais pas partout. Parce que l'histoire régionale permet une approche qui est beaucoup plus réelle que l'approche globalisante que nous avions à l'époque coloniale. Par exemple, il y avait 300 évêchés de l'actuelle Libye jusqu'à l'actuel Maroc. Mais sur ces 300 évêchés, il y en avait 4 à l'ouest d'Oran. Donc une christianisation très superficielle. Ce qui va expliquer la suite des événements. Car nous allons voir que les zones profondément romanisées et christianisées vont résister avant de se convertir, tandis que les zones peu romanisées et peu christianisées vont se convertir sans coup férir lorsqu'il y aura la conquête arabe. Alors ceci est important, ceci est fondamental. Pourquoi? Parce que dès le début, nous voyons plusieurs Algéries, car la définition de l'Algérie est plurielle. Elle est plurielle géographiquement, elle est plurielle humainement. Lorsque vous connaissez un peu l'Algérie, vous voyez bien les différences qui peuvent exister entre les régions du Tel, les régions des Kabylies, les régions des Aurès, les régions du Grand Sud. Un monde, des mondes géographiques. Et sur ces mondes géographiques vivent des populations qui vont avoir des emprises différentes sur l'organisation du sol. Par exemple, les populations berbères de grands nomades du Sud vont très facilement être islamisés et arabisés. Car quel va être le mode de différence de vie entre ces berbères nomades d'Afrique du Nord et les arabes nomades venus d'Arabie? Ils ont à peu près les mêmes modes de vie, le même système de fonctionnement. Donc, nous allons assister à des réactions différentes vis-à-vis des envahisseurs, l'islamisation, l'arabisation, qui vont se produire de manière différente. Alors donc, pour résumer la période ancienne, nous sommes dans un monde berbère. Ce monde berbère est plus ou moins pénétré par la romanité et par la christianité, par le christianisme. Ce christianisme qui va connaître de très nombreuses divisions, qui va fracturer la société berbère chrétienne de la partie centrale et orientale de l'Algérie. La partie occidentale est fort peu touchée. Et ces populations vont subir coup sur coup un certain nombre d'invasions. Première invasion, les invasions vandales, qui ne vont quasiment pas concerner l'Algérie. Elles vont concerner la partie est du Constantinois et l'actuelle Tunisie. Les Vandales ne font que passer, et pendant la période vandale, nous allons assister à la renaissance des entités berbères, des Aurès et des Kabylies. Après les Vandales vont arriver les Byzantins. Alors les Byzantins vont essayer de recréer l'Empire. Ils vont essayer de recréer cette immensité impériale qui avait été développée par Rome. Et les Byzantins vont faire un mauvais calcul, très mauvais calcul. Ils vont très rapidement, avec Justinien, vouloir rétablir l'autorité de l'Empire tel que l'Empire existait à la fin du IVe siècle. Or, entre le IVe siècle et la fin du VIe siècle, bien des choses sont passées. Et les responsables, les chefs berbères de la partie orientale de l'Algérie ne vont pas accepter et ils vont entrer en rébellion contre les Byzantins. Ce qui fait que les Byzantins vont avoir à faire de longs combats contre ce que l'on a appelé l'inexorable reconquête berbère, car nous sommes toujours dans un monde authentiquement berbère.
Et dans ce monde authentiquement berbère, qui va être dans son secteur urbain recontrôlé par les Byzantins, dans ce monde va se produire un événement considérable qui va se produire à partir de 647. 647, c'est le début du grand mouvement de conquête arabo-islamique. Alors, arabo-islamique, oui et non. Disons égypto-berbéro-arabo-islamique. Parce que les premiers contingents qui vont arriver en Ifriqiya, c'est-à-dire dans l'actuelle Tunisie et dans la partie orientale de l'actuelle Algérie, sont des contingents très peu arabes. Ce sont essentiellement des Égyptiens convertis à l'islamisme. N'oublions pas que l'Égypte était, de toute la partie impériale de l'Empire romain, la partie la plus christianisée. Aujourd'hui, quand vous voyez des manifestations de musulmans en Égypte ou dans le nord du Soudan, dites-vous bien que les ancêtres de ces barbus allaient à la messe. Nous étions dans une région totalement chrétienne. Et ce sont ces premiers Égyptiens convertis à l'islam qui vont fournir la première infanterie et les Berbères de Libye. Parce que les Berbères Lawata de Cyrénaïque, qui se convertissent à l'islam, vont fournir la force de frappe. Ce qui va expliquer pourquoi les premières attaques arabo-musulmanes sur l'actuelle Tunisie et l'actuelle Algérie ne vont pas entraîner le soulèvement des Berbères, car ce sont d'autres Berbères qui arrivent. Certes, qui ont adopté une nouvelle religion, mais les Berbères ont vu passer tellement de religions, ils ont vu passer tellement de dissidences chrétiennes, qu'une nouvelle religion n'est pas quelque chose qui va les perturber. Ce n'est que dans un deuxième temps qu'ils vont se soulever. Et ils vont laisser les Byzantins seuls. Les Byzantins vont se battre. Contrairement à la légende, les Byzantins ne vont pas laisser le terrain facilement, puisqu'il va y avoir des débarquements byzantins qui vont essayer de reprendre le territoire. Mais le chef byzantin, qui est le patrice Grégoire, l'exarque Grégoire, va commettre une erreur. Il se porte au devant des envahisseurs, à Sbeitla, et il s'enferme dans ses remparts. Il aurait très bien pu rester avec sa troupe, son infanterie. Les Arabes n'avaient pas de matériel de siège, mais ils lui tendent un piège. Ils font mine de se replier. Il sort pour les poursuivre, bien entendu, embuscade. Les troupes byzantines sont vaincues. Et la première occupation qui dure un an. 2-3 occupations vont se produire. Et finalement, au bout de la 4e ou 5e opération, il faudra un siècle aux arabo-musulmans pour prendre le contrôle du Maghreb. Au bout de la 3e ou 4e expédition, les Byzantins sont battus, Carthage est prise, et ce sont les Berbères qui prennent le relais. Alors, qui sont les Berbères qui vont résister? Eh bien, ce sont les Berbères d'Ezorès et de Petite Kabylie qui vont résister. L'un des plus célèbres de leurs chefs, c'est le chef Kousseïla, qui va mener la guerre avec les derniers embryons de force byzantine et qui va l'emporter, puisqu'il va par 2 fois chasser les Arabes, il va prendre Kérouan, qui était le camp arabe, il va les repousser vers la Libye, et bien finalement il va être vaincu, et les derniers combats vont être menés par une femme qui longtemps a été considéré comme un personnage légendaire, mais qui est un personnage historique, bon, la fameuse Kahina, qui va mener les derniers combats et qui va finalement perdre la vie